Hello tout le monde. Alors, hop, j'invite Sacha pour le live. Et comme ça, on va commencer. Il y a plein de monde. Hello tout le monde. Salut Sacha, ça va? Salut Charlotte, ça va toi? Ouais, très bien. Alors, attends, j'enlève ça. Tu nous appelles en direct du palais? Pas Ouais, loin. je suis à côté du palais, parce qu'au palais c'est un petit peu compliqué en ce moment de trouver des salles d'audience dans lesquelles on peut se poser, parce qu'il y a le procès des attentats du 13 novembre, et, euh, et c'est vrai Que qu'il y a beaucoup de tu, monde et beaucoup de sécurité. pour lequel tu travailles, enfin, Ouais, pour les pour parties lequel, civiles, quoi. Tu es du côté des parties exactement. civiles. J'accompagne les parties civiles dans le cadre de ce procès-là, et du coup c'est une bouffée d'air frais de se retrouver Ouais. Nous, pour on se a un peu une réinstaller. star du droit, là. C'est trop cool. Merci Et beaucoup une star d'être du venu. graphisme. Non, trop pas. Merci beaucoup de prendre du temps, du coup, pour nous. Là, il y a plein de monde, c'est trop sympa. Euh, alors, tu veux te présenter, tu le feras mieux que moi, je suppose, Ouais, avec un plaisir. petit Bah déjà peu. merci de me recevoir dans ce live Instagram, c'est la première fois que je fais ça. Mais je suis très content. Donc, je suis avocat au barreau de Paris. Je suis spécialisé en droit des affaires et en droit pénal, et particulièrement dans le domaine des nouvelles technologies, donc pour les entreprises du numérique. Et dans ce cadre-là, et puis dans le cadre de mes expériences passées, j'ai eu l'occasion d'accompagner euh, pas mal de sociétés, de chefs d'entreprise, d'auto-entrepreneurs sur le lancement et aussi sur la protection de leur activité. Et je crois que c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Exactement, exactement. Alors, comme tu le sais, c'est pour ça qu'on s'était appelé dernièrement. Euh, tout ça, ça part d'un impayé que j'ai eu. Et c'est ce qui arrive quand même souvent et régulièrement dans le domaine du graphisme. Alors moi, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé parce que j'avais commencé à mettre tout en place un process qui faisait que bah, ça me sécurisait quand même beaucoup. Et là dernièrement, donc j'ai eu cet impayé là et je me suis rendu compte qu'il me manquait sûrement un contrat ou quelque chose qui puisse me protéger dans le cas où la personne décide de disparaître en fait. Et du coup, j'avais fait appel à toi. Et on est en train de le faire en ce moment aussi. Et voilà. Et en fait, il y a plein de graphistes qui m'ont posé aussi des questions, même des gens qui sont entrepreneurs. Et c'est pour savoir un petit peu comment on met tout ça en place, est-ce que c'est nécessaire, comment on évite les impayés, toutes ces questions. Ok, eh ben, écoute, Du coup, avec plaisir. Effectivement, les questions sur lesquelles on travaille en ce moment. ouais, Je dévoile rien en disant ça, hein, mais c'est un sujet qui est récurrent pour beaucoup de boîtes, ou pour beaucoup d'entrepreneurs, de savoir comment est-ce qu'on se protège, comment est-ce qu'on protège son travail, comment est-ce qu'on le valorise, et surtout quand on a un problème avec un client ou un fournisseur qui paye pas, mais dans ton cas plutôt un client, comment est-ce qu'on réagit dans ce cas-là? Et c'est vrai qu'une des premières questions que je pose, que je t'ai posée et que je pose généralement à mes clients, c'est est-ce que vous avez des outils pour sécuriser vos relations commerciales? Parce que souvent, quand on est entrepreneur, on a l'habitude de partir un peu comme ça, bien en tête, en se disant je vais aller chasser du client, j'ai mes prospects, carrément. et voilà, et j'envoie un devis, et puis soit ça passe, soit ça casse, ou on discute avec le client, mais généralement, on se contente d'un devis, et puis d'une facture à l'arrivée, Mais et on n'en parle plus, et tout se passe bien. Ouais. en fait, pour nous, le devis fait office de contrat. Enfin, on se dit qu'une fois que le devis a été signé, on est protégé entre guillemets, quoi. Bah, alors, oui et non, parce qu'effectivement, le devis, quand il est signé, c'est en droit ce qu'on appelle la rencontre entre une offre et une acceptation. Donc, on pourrait dire qu'il y a comme un contrat. Mais généralement, D'accord? dans la plupart des devis, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur la nature des relations entre les parties. Et donc, on a juste un accord sur une chose, une prestation, et sur un tarif. Mais Ok. souvent, et on va en parler dans le cas des graphistes, il y a d'autres enjeux, notamment des enjeux en matière de propriété intellectuelle. Et Ouais. donc, il y a une nécessité de sécuriser son travail. Et pour ça, on doit passer par un contrat. D'accord. Parce que tu avais une question, je continue? Non, non, vas-y, je Ok. t'écoute. Parce que en gros, Je t'écoute. la particularité des graphistes, c'est que vous allez vous adresser à des clients. Mhm.
Et en fait, vous n'allez pas avoir de relation de travail, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de lien de subordination, en fait. Vous êtes des indépendants, Oui, vous vous adressez à des clients, et donc vous allez leur fournir un travail, et ce travail-là, il consiste en une prestation qu'on appelle intellectuelle. C'est-à-dire que d'accord. ce que vend le graphiste, c'est le fruit de son travail, c'est le fruit de sa créativité, c'est le fruit de son imagination, et c'est aussi des compétences techniques qui sont particulières. Par exemple, la connaissance de certains logiciels que moi, je suis incapable de maîtriser. Et donc, Oui, c'est tout ça, en fait, que tu vas vendre à tes clients et pour lequel il va y avoir une nécessité de se protéger, mais de te protéger toi en tant que graphiste, mais de protéger aussi les clients pour s'assurer finalement que bah, c'est clair entre vous, quelle est la nature de votre relation, quelles sont les garanties de chacun, comment ça se passe en termes de droit d'auteur, en termes de droit à l'image. Et donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. En gros, pour protéger, puisque le titre, je crois que c'était protéger le travail des graphistes, pour qu'un ouais. travail en tant que tel, une prestation intellectuelle soit protégée, euh, la création en tant que telle, elle doit répondre à deux critères. Le premier critère, c'est que la création, elle doit être matérialisée, elle doit être créée. On a l'habitude de dire en droit qu'une idée ou un concept, ça ne vaut absolument rien. On a tous Donc, des idées super, ouais, mais si l'idée, elle n'est pas matérialisée par un écrit, par un dessin, par un descriptif, ce n'est qu'une idée. d'accord. Et donc Donc là, les idées, on parle de tous les documents qu'on va envoyer à notre client, en fait. exactement. Dès lors qu'en fait, on a un document qui va matérialiser cette idée, qui va la coucher sur papier et qui va démontrer qu'il y a un processus de création qui est en cours, alors à ce Mhm. moment-là, cette idée-là, elle va être protégée. À la deuxième D'accord. condition, que cette idée, elle soit originale. C'est-à-dire Pas que si on copier. reprend, exactement, si on reprend une idée qui existe déjà et qu'on n'y apporte rien de nouveau, on a beau la matérialiser, elle n'aura aucune valeur et on ne pourra pas se prévaloir de quelconque droit sur cette idée. C'est la raison pour laquelle le Code de propriété intellectuelle nous dit, voilà, il faut deux critères, qui sont des critères basiques, essentiels, une idée qui est matérialisée et une idée qui est originale. Alors, tu vas me dire, qu'est-ce que c'est qu'une idée originale? Bonne question. C'est, ouais, c'est une idée qu'on a et qui va se démarquer, en fait. Enfin, qui n'a pas été déjà déposée, en tout cas. Alors, on peut s'inspirer de choses qui ont déjà été déposées, Oui, on a le droit, sans les copier. sans les copier. Et en Il n'y avait fait, pas une histoire où il faut que cette différence, ou c'est que de la contrefaçon, ça peut-être. alors ça c'est dans les cas de contrefaçon, mais Ouais, ce qui est important et ce qu'on va examiner et ce qu'on va vérifier, c'est est-ce que cette idée qui est matérialisée par un écrit, quel que soit son support, elle est empreinte de la personnalité de son auteur. Ça veut dire, est-ce que quand on d'accord. va voir un graphisme de Design by Chachou, on va se dire, ok, ça je reconnais, ça c'est Design by Chachou, ou alors, même sans savoir que c'est Charlotte Saada qui l'a fait, on sait que cette idée, elle a quelque chose de particulier, de singulier, elle est originale. Et ça, c'est vraiment les deux D'accord. critères qui sont essentiels. Si on se contente d'avoir des idées sans les matérialiser, ou si on se contente de copier des choses qui existent déjà, on ne peut pas se prévaloir d'un travail particulier qui mérite une protection particulière par le droit. Bien sûr. Et on peut même se faire attaquer, du coup. Exactement. Et on peut même se faire attaquer, notamment pour contrefaçon, si on reprend les idées de quelqu'un qui sont protégées ou dont la personne bénéficie est titulaire d'un droit d'auteur. Et Après, ouais. non, j'allais te demander, du coup, comment on protège, enfin, qu'est-ce que tu recommandes pour protéger bah, ces idées originales, entre guillemets, qu'on va avoir Alors, et qu'on va. en fait, il y a plusieurs manières de se protéger. Et ça dépend vraiment de la catégorie de la création en tant que telle. Il y a d'un côté ce qu'on va appeler des créations qui sont des créations techniques. Et donc là, Mhm. les créations techniques, elles sont protégées par ce qu'on appelle la propriété industrielle. Donc c'est D'accord. par exemple des créations, des innovations techniques comme des brevets, des certificats, des dessins, des documents techniques qui vont être qui vont vraiment relever d'une innovation. L'autre catégorie qui rentre dans la création technique, c'est tout ce qui va être distinctif d'une entreprise ou d'un produit. Par exemple, Charlotte, toi qui Mhm. m'aides à créer le logo de mon cabinet d'avocat, toi, tu es titulaire d'un droit sur la création technique de ce logo. Alors après, on va voir, D'accord. nous, comment est-ce qu'on le matérialise, comment est-ce que tu vas transférer
les droits que tu as créés sur ce logo. Mais la première chose, c'est une création technique. Et si on veut protéger une œuvre dite technique, il faut la déposer. C'est un dépôt D'accord. qui est fait par exemple, sur le site de l'INPI et qui permet de garantir la protection de l'œuvre. Alors après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est tout un process à respecter. Et ça, c'est toujours bien de se faire accompagner par un avocat là-dessus, parce qu'il y a des critères un peu techniques qui permettent de s'assurer de la protection et de bien rentrer dans les clous, de ne pas avoir de difficultés après s'il y a un autre créateur qui vient s'approprier cette idée-là. On a la possibilité de lui dire non mais attends, en fait j'ai déposé cette création-là, donc il n'y a pas de sujet. D'accord. Ok. Ça, c'est le Donc ça, premier c'est type de la création. propriété industrielle. Exactement. Après, il y a une deuxième catégorie de création dans laquelle les graphistes peuvent aussi se reconnaître, et je pense que c'est même souvent le cas, c'est ce qu'on appelle les créations littéraires et artistiques. Ok. Donc les créations littéraires et artistiques, elles sont protégées par la propriété littéraire et artistique. Par exemple, tu vas créer une œuvre graphique qui a une particularité. Alors, dans ce cas-là, tu vas être protégé non pas par le droit de propriété, mais par ce qu'on appelle le droit de propriété intellectuelle. Et à ce titre-là, tu vas bénéficier du droit d'auteur. Et pour bénéficier du droit d'auteur, pour être sûr d'assurer la protection, là, il n'y a pas de dépôt qui est nécessaire. Ce qu'on va regarder, c'est le critère de l'antériorité. En gros, si deux personnes créent la même chose, est-ce que ce dessin ou est-ce que cette création artistique, cette œuvre qui va être créée, qui est une œuvre de l'esprit, Charlotte l'a créée avant Michel ou pas? Et donc, Ok. il va falloir ensuite prouver que Charlotte, elle a créé avant Michel cette œuvre-là. D'accord. Ça, on gère. T'as Chanel qui pose une question. Est-ce qu'une fois que le logo appartient au client, le graphiste a toujours des droits dessus? Alors, justement, j'y viens. C'est une très bonne question et c'est justement pour ça que c'est nécessaire d'avoir un contrat. Parce que au-delà de tout l'aspect des relations entre les parties, il y a un enjeu de déterminer qui est titulaire de quel droit. Et notamment un Tu- graphiste qui va créer un logo, euh, s'il ne cède pas les droits dans le contrat matériellement, alors en fait, il est toujours titulaire des droits. Et a priori, le client, il n'a pas le droit d'utiliser ce logo. qui est un peu bête. C'est un peu bête, puisque Et le c'était principe, là c'est quand même où, de créer du un coup, logo. ouais, et c'était là où se joue aussi la différence entre les artistes et les graphistes, selon moi. C'était un débat qu'on avait eu sur ma page, où être un artiste, on est affilié à la maison des artistes et on cesse les droits d'auteur. Donc, on peut recevoir aussi un pourcentage, etc. par la suite. Je ne connais pas hyper bien, mais je Mhm. crois que c'est à peu près ça. Alors que nous, on est soit auto-entrepreneur, soit on a des sociétés. Donc, c'est déjà un statut différent. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein. Non, tu te trompes J'ai pas, peur en de fait. parler sous le regard d'un avocat. Faut pas avoir peur. Non, non, mais au On est cas des où. gens gentils. Mais, mais voilà, en tout cas, quand on est une entreprise, le but, c'est de vendre son service, quoi. Exactement. En fait, Et de le céder au client. ouais, en fait, ce qui se passe généralement, c'est qu'il y a un client qui va passer une commande, qui va dire bonjour Charlotte, j'ai besoin d'un site internet, j'ai besoin d'un logo, j'ai besoin que tu me fasses le packaging d'une boîte de cosmétiques, par exemple. Mhm. Et toi, tu vas créer une œuvre. C'est vraiment une œuvre que tu vas créer et tu vas la céder en échange d'un prix à ton client. D'accord. Et donc, c'est pour ça C'est que à je te savoir. disais, c'est important que dans le contrat, on prévoit notamment les questions liées à la cession des droits d'auteur. Parce qu'il faut que le client ait la possibilité d'utiliser l'œuvre pour laquelle il a passé commande, finalement. Sinon, ça n'a aucun D'accord. intérêt. Il faut quand même le notifier, quoi. Ouais, est-ce qu'il faut, ouais, il faut le notifier, c'est indispensable, parce que tout ce qui n'est pas écrit n'existe pas, tout simplement. D'accord. Et il n'y a rien qui est implicite. Donc si tu crées un contrat, si t'as juste, pour reprendre ta question initiale, si tu as juste un devis qui est signé, en réalité, il n'y a pas vraiment d'informations sur la cession des droits d'auteur dans les devis qui sont signés, Non, pas généralement. du tout. Pas du tout. Tu as une commande qui est passée, un tel qui va te dire j'ai besoin de ça, tu vas lui dire ok, ça coûte tant, et il va signer, et tu vas faire le taf, et après tu vas lui envoyer, et c'est tout. C'est Mais beau. en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Si on veut bien faire les choses, c'est un peu plus compliqué que ça.
c'est Et sûr. donc, Euh, euh, j'ai ouais. j'ai une autre question. Tu veux terminer? Sinon, Non, il y non, a une vas-y, vas-y. question dans le live de Megan qui demande si quelqu'un copie notre logo et le dépose alors que nous ne l'avons pas déposé, c'est toujours l'antériorité qui prime ou c'est le fait de l'avoir déposé en premier? Bah, si on l'a pas, enfin, Il faut déjà, pouvoir quelqu'un qui, prouver en fait, non? ouais, en fait, ça va être il y a deux questions. Il y a une question qui est de l'ordre de la validité et une question qui est de l'ordre de la preuve. La question de la validité du dépôt. Donc, il va falloir s'assurer que le premier logo qui a été déposé a été déposé valablement. Et donc, généralement, les D'accord. logos, ils sont déposés sur des classes spécifiques Ok. auprès de l'INPI. Il va y avoir une description du logo. Et ensuite, s'il y a par exemple un contentieux, si on se retrouve devant le juge va vérifier qui a été le premier déposant, que recoupe le premier dépôt, quelles sont les classes dans lesquelles, pour lesquelles le dépôt est applicable. Et ensuite, si on est au niveau au-dessus, c'est-à-dire qu'on a vraiment un conflit sur le dépôt, dans ce cas-là, effectivement, il y aura des éléments de preuve à apporter, notamment l'antériorité, même si elle est pas prédominante. Et il faut savoir que quand on dépose quelque chose à l'INPI, en réalité, ce qu'il faut faire avant, généralement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire une recherche d'antériorité pour voir s'il y a eu euh, déjà des personnes qui ont essayé de déposer, essayé d'effectuer un dépôt. Parce que quand on fait un dépôt à l'INPI, en réalité, l'INPI ne vérifie pas si au préalable, il n'y a pas quelqu'un qui a déjà déposé cette chose-là. Ok. Donc c'est Mais pour ça que je, c'est bien de se faire aider d'un avocat là-dessus aussi, parce que ça peut être un peu technique. mais là, c'est dans le cas où, par exemple, j'ai créé un logo et je vois 3 mois après quelqu'un qui a créé le même logo et lui, Ouais, il l'a déposé, mais pas moi. ouais. Et ben dans ce Dans ce cas-là, on va cas-là, c'est avoir, lui qui gagne. bah, pas nécessairement. Dans ce cas-là, il va falloir, on va devoir examiner quels sont les éléments de preuve dont on dispose. C'est vraiment du cas par cas. A priori, c'est D'accord? plutôt mal engagé, hein, je ne cache pas, mais avec un bon avocat, tout est possible. Faut y croire. Avec Sacha Gozlan, c'est bon. Je sais pas que c'est moi, mais en tout cas, si on a des éléments de preuve, non, mais pour répondre, si on a des éléments de preuve qui permettent de démontrer que vraiment il y a eu une utilisation de ce logo, par exemple, le critère de l'utilisation, il va être important. Si on a un logo qui est déjà dans le commerce, par exemple, on vend, je sais pas moi, des bandes de pansement dans une pharmacie et qu'en fait ces bandes de pansement elles sont vendues dans la pharmacie depuis des années Mhm. avec plein de clients, et ben dans ce cas-là, ça pourrait être un élément de preuve euh, qu'on pourra utiliser devant le juge. Ouais. Maintenant, c'est toujours du cas par cas. Il n'y a, jamais de réponse qui est vraiment figée et déterminée. Ok. Emmanuel Nidam qui nous demande si c'est cher de demander de l'aide à un avocat. Ça dépend. Pour Emmanuel Nidam, on peut faire des tarifs préférentiels. Eh ben, pour mes abonnés aussi, hein. Ça se discute. Hélène Fleury qui demande, du coup, est-ce qu'il faut déposer chaque logo et est-ce que c'est payant? Alors, il faut déposer chaque logo. C'est une bonne question, ça dépend. En principe, oui. La Est-ce que... réalité, Ouais. La J'ai une réalité, autre c'est que question après. quand on est un graphiste et qu'on fait 10 logos par mois pour une entreprise, bah, ça représente un budget de déposer des logos. Donc, je vous dirais d'essayer au maximum Mhm. de sélectionner les logos qui semblent pertinents. Si vous sentez qu'il y a des boîtes qui vont exploser, bah, il faut déposer. Si vous êtes un peu plus réservé, c'est peut-être pas nécessaire. En tout cas, au début, c'est peut-être pas nécessaire de déposer. Et par ailleurs, je reviens sur cette question-là du logo. En réalité, ce qui va se passer la plupart du temps, c'est que le graphiste, il va céder les droits sur l'entreprise. Donc en réalité, ce serait davantage à l'entreprise ou au Ce client que qui j'allais te commande dire. d'être dans cette position-là de déposer. C'est pas le job du graphiste. Sinon, ce serait bah, très coûteux et une perte de temps. En fait, ce risque financier-là, il repose quand même sur le client. Oui. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que c'est pas plutôt à l'entreprise de le faire? Et en plus de ça, bon, nous, à part notre ego qui est un peu touché, c'est quand même plus embêtant pour l'entreprise que pour le. Bah Enfin, ouais, c'est clair. bon, c'est toujours énervant d'être copié, c'est certain, mais il y a plus de risques enfin, financiers Bah, pour l'entreprise que. c'est pour ça qu'en réalité, tout dépend de la nature des droits des droits d'auteur qui sont cédés ou des droits de manière générale qui sont cédés. Si on cède les droits pour une durée d'un an et sur un territoire extrêmement restreint,
Alors là, peut-être que on a intérêt à se poser la question de savoir comment est-ce qu'on protège l'œuvre du graphiste. Si par D'accord. contre, on a une session qui est pour la durée des droits d'auteur, et la durée des droits d'auteur, c'est 70 ans après la mort de l'auteur, donc c'est extrêmement long. D'accord. Ouais. Là, cette question-là, et pour le monde entier, par exemple, pour une utilisation pour le monde entier, alors là, cette question-là, elle se pose pas. J'ai vu qu'il y avait une question sur le coût euh, du J'ai dépôt. pas vu. Euh, Oui, c'est possible. Ouais. En gros, le dépôt, il peut se faire sur Internet. On parle de l'INPI là, hein. Donc on est sur des marques, des Ok. brevets, des noms de domaine, ce genre de choses. L'INPI, Euh, c'est un site où on dépose les marques, les noms de marques, les logos, les créations. Enfin, ça regroupe exactement, plein de choses pour les gens qui exactement, connaissent pas. exactement. Et donc ça, c'est une autorité qui est compétente en matière de propriété industrielle et qui va être chargée de recevoir, qui va être notamment chargée de recevoir les dépôts. D'accord. Des marques ou des logos. Ce qui est intéressant par ailleurs sur le site de l'INPI, c'est qu'on a la possibilité d'effectuer des recherches. Par exemple, est-ce que si tu tapes Chachou sur l'INPI, il y a d'autres personnes qui ont déposé Chachou, je sais pas moi, dans le domaine de l'automobile ou dans le domaine du transport ferroviaire ou dans le domaine du graphisme. Ça peut être intéressant de se renseigner là-dessus. Et le Ouais, j'ai pas dépôt, vérifié, je crois. bon, ben, on regardera. Le dépôt, c'est pas très cher, c'est 190 euros euh, pour une classe, et après c'est 40 euros par classe supplémentaire. Les classes, c'est les Ok. catégories en fait. Pour les marques, ça. Exactement. Mais si je veux déposer une charte graphique, par exemple. Bah, une charte graphique, ça répond. Tout dépend ce que tu as dans la charte graphique en fait. Enfin, tout dépend ce que tu as. Est-ce qu'on va considérer que la charte graphique c'est une création technique? A priori, oui. Oui. Mais qu'est-ce que tu as dans la Euh, charte graphique? Qu'est-ce qu'elle comporte? Est-ce que tu as une marque, plus un logo, plus un nom commercial, plus un packaging? Donc, selon ce que recoupe cette marque, enfin cette charte graphique, pardon, on va regarder quelles sont les classes qui sont les plus adaptées. ok. Et les classes, D'accord. généralement, c'est les C'est selon le domaines domaine d'activité aussi. économique. D'accord. Donc, c'est selon le domaine de l'entreprise pour laquelle on travaille Exactement. aussi. Ok. Je reviens peut-être sur Euh, le, c'est quoi sur le les contrat, deux? ou alors il y a d'autres questions. Je sais pas. Non, vas-y, je pense que c'est bon. En gros, sur les contrats que les graphistes vont signer avec leurs clients, euh, il y a plusieurs points spécifiques sur lesquels il faut être vigilant, et pas que la question du prix, D'accord. qui peut être centrale. Il y a la question des droits d'auteur, donc ça j'ai commencé à en parler. Donc, ce que je vous disais, c'est que s'il n'y a pas de cession des droits d'auteur qui est prévue explicitement et qui prévoit le détail de chacun des droits cédés, est-ce que c'est un droit de reproduction, est-ce que c'est un droit de représentation, c'est-à-dire de communiquer au public l'œuvre qui a été créée, euh, on n'a pas d'informations sur les droits d'auteur qui sont cédés. Pareil, si on n'a pas le domaine de l'exploitation, c'est-à-dire le cadre dans lequel l'exploitation de l'œuvre va pouvoir être autorisée, Comme on quoi, n'a par pas exemple? d'informations. Bah, par exemple, autorisation, tu vas autoriser l'utilisation d'un logo que tu as créé sur un site internet. Mais Ah, est-ce mais que si, pas sur un flyer ou pas sur par un exemple, salon, par exemple. Ok. mais si par exemple, tu as demain, tu fais le logo pour une entreprise et tu vas lui créer ce logo en précisant que ce logo-là, il est applicable pour une utilisation sur un site internet, sur les flyers, sur les réseaux sociaux par exemple, et que demain, cette entreprise-là crée une application mobile. Mhm. Ben, en principe, cette application mobile, elle n'a pas le droit d'utiliser, enfin, cette entreprise qui crée l'application mobile, elle n'a pas le droit d'utiliser le logo pour cet usage-là. Ok, on pourrait gratter un peu d'argent là-bas. Bah, oui, parce que en fait, le prix que tu vas fixer sur la cession des droits d'auteur, il va concerner un domaine spécifique, il va concerner une durée spécifique, il va concerner un territoire spécifique. Et donc, si on dépasse ce domaine, cette durée ou ce territoire, c'est pas compris dans le contrat. Donc, en réalité, D'accord. tu pourrais tout à fait demander à être payé, à être rémunéré pour ce nouvel usage qui n'était pas prévu initialement au contrat. On peut prévoir des avenants au contrat, par exemple, sur les cessions de droits d'auteur. Et comment tu détermines pendant la rédaction du contrat, justement,
que ça va être pour un site internet, mais pas pour une application. Est-ce que tout ça, c'est toi qui le détermines à chaque contrat? Bah, ça, c'est quelque chose qui est déterminé avec le client pour chaque contrat. C'est pour ça que c'est intéressant. Je sais que dans les métiers de la communication, on parle beaucoup de briefs Ouais. en amont du travail. Et c'est vrai que le fait de pouvoir se rattacher à des documents écrits, et notamment à un contrat, ça permet d'avoir un brief qui finalement est extrêmement complet et qui permet de savoir à la fois où est-ce que le graphiste va, dans quelle direction il va, mais surtout Mhm. quel est l'usage que va en faire ensuite le client. Et donc, D'accord. si c'est pas déterminé dans le contrat, bah, tout simplement, faut interroger le client et lui dire en fait, j'ai pas, on n'a pas discuté de ça. Est-ce que tu prévois de faire une application mobile par exemple? Est-ce que tu prévois de faire des packaging, etc. Et par Ok. ailleurs, c'est intéressant pour le graphiste. Ça, c'est le point un peu économique, c'est qu'en fait, ça permet de faire des ventes additionnelles, C'est ce que j'allais par dire. Tu exemple. veux dire qu'il faudrait prévoir, par exemple, que c'est un usage print, mais pour le web, alors il faudrait rajouter tant d'euros pour avoir les droits sur le web, Par exemple. par Après, exemple. ça dépendra du client, ça dépendra de la nature du travail. Parfois, c'est pas justifié, parfois ça l'est. Si tu commences à travailler sur la refonte du logo de Coca-Cola, ce que je te souhaite un jour, Avec ben, plaisir. je te conseillerais de bien vérifier si l'utilisation du nouveau logo Coca-Cola créé par Chachou, il comporte une utilisation sur les bouteilles, sur les canettes, et puis sur le site internet, et puis sur l'application Coca-Cola, et puis sur les banderoles, et puis sur les affiches de sponsoring, etc. Ouais. Donc Ok. ça, c'est des éléments qui doivent être prévus. Euh, Ça, c'est sur le Ok. volet droit d'auteur, et propriété industrielle. D'accord. Après, il y a d'autres sujets qui concernent là euh, le cadre de travail du graphiste, qui est un cadre de travail qui est particulier. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La particularité du graphiste, c'est qu'il est généralement il n'est pas dans l'entreprise. En tout cas, les graphistes auxquels on a pensé nous, Oui, oui. c'est pas des gens qui sont dans l'entreprise en interne. Non, que des C'est des freelances. gens, c'est des gens qui sont des freelances, qui sont des indépendants et qui à ce titre-là prennent un risque. Oui. Toujours. Parce que chaque contrat, ça représente un potentiel de nouveaux clients, un potentiel d'acquisition de nouveaux clients, mais ça représente aussi un risque. Et donc, il faut aussi se prémunir contre les risques. Se prémunir contre les risques, c'est prévoir dans un contrat toutes les clauses qui pourraient avoir vocation à intervenir. Toutes les clauses qui vont en fait reprendre le cycle de la relation commerciale. Ok. C'est-à-dire. C'est-à-dire que quand tu reçois un client, la première étape, c'est que donc tu fais un premier rendez-vous, tu fais le brief avec ton client, tu recueilles ses besoins, tu lui fais une proposition sur une stratégie à adopter, par exemple. Mhm. Et ensuite, il va y avoir un certain nombre d'allers-retours entre le graphiste et le client. Des échanges sur la couleur du logo, sur la police utilisée, et on sait que ça peut prendre du temps. Ouais. Euh, On connaît. on connaît. Ça a pris Donc du temps pour Sacha. voilà, mais au final, je suis très content. Euh, Très bien. c'est vrai. Et en tout cas, le risque à ce moment-là, c'est un risque finalement de décrochage du client. Parce qu'il y a un risque que si ce temps-là, il est un peu trop long, le client se dise, OK, c'est pas le bon C'est graphiste, ça. ou il n'a pas compris mes besoins, et donc je vais aller voir ailleurs. Et de toute façon, comme soit j'ai pas versé d'acompte, soit j'ai versé un petit acompte, bah, il n'y a pas Ça de, va. Je il y suis a pas prêt à de, perdre un petit peu d'argent pour partir. j'ai pris, voilà, j'ai pris mon risque, c'est pas grave, j'irai voir quelqu'un d'autre et ça se passera mieux. Donc, sauf que le problème, c'est que souvent, quand on en est à ce stade-là, le graphiste, il a quand même déjà engagé pas mal de travail, pas mal de temps, de sa réflexion. Il a mis en route son esprit créatif pour essayer de coller le plus aux besoins du client. Et donc, on a Ouais, un carrément. graphiste qui se retrouve avec Énervé. rien, ouais, énervé, qui a l'impression d'avoir perdu un client pour rien, C'est. alors qu'en fait, il y a pas de raison. Mm. Donc, Alors comment on fait? parfois c'est bien qu'il y ait des clients qui se tirent, mais parfois on aimerait bien les garder. Et Ouais. Quand on s'est engagé, le mieux c'est que ça se termine quand même. bah ouais, c'est mieux. Bien. C'est quand même le mieux. Mm. Et donc l'intérêt quand même du contrat, c'est aussi de prévoir ce type de situation. C'est de prévoir donc le cycle de la relation commerciale et le cycle de la production. C'est-à-dire à quel moment en fait
on va être dans une relation qui est telle que le temps passé sur le travail Mhm. pour créer cette œuvre graphique est tel qu'en fait, le client est tenu soit d'aller jusqu'au bout, soit de résilier, mais en tout cas de ne pas résilier gratuitement. Parce qu'en fait, D'accord. il y a un réel travail qui a été fourni. Et donc ça va passer par la rédaction, par exemple, de clauses de résiliation, avec des modalités de résiliation qui sont extrêmement précises. Par exemple, on va dire, voilà, il y a la possibilité de résilier le contrat, parce qu'on a le droit à un moment de se rendre compte qu'on s'est trompé et que ça ne matche pas. Mais par contre, il faut que cette résiliation, elle respecte un certain nombre de process. Par exemple, on va envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception sous une dizaine de jours. On va envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception. Et si sous une dizaine de jours, il n'y a pas de réaction du graphiste, il n'y a pas de réaction du prestataire, alors dans ce cas-là, on pourra résilier le contrat de plein droit. Mais par contre, il faudra s'assurer que l'ensemble des factures dues soient payées. D'accord. D'accord. Et on Et peut donc ça prévoir fait partie. justement, on en avait parlé ensemble, on peut prévoir par exemple que estimer qu'on en est arrivé à 60% vu qu'on aura bien expliqué notre processus de travail dans le contrat. Si on Exactement. arrive à peu près au moins à la moitié du travail, etc., alors dans ce cas-là, on peut être payé le pourcentage en plus de la compte, quoi. Dans, Sans avoir forcément la totalité du contrat puisqu'il a résilié. Mais, dans une mais au moins, relation on perd pas tout, commerciale, quoi. ouais, exactement. En fait, dans une relation commerciale, on peut absolument tout prévoir. On peut tout prévoir dès lors que ça ne contrevient pas à l'ordre public. Donc, en réalité, ce qu'on peut mettre dans le contrat, c'est quand même extrêmement vaste. C'est là aussi le fruit de l'imagination et le fruit de la relation entre l'avocat et son client à ce moment-là. D'accord. Parce que c'est essayer de comprendre au mieux les intérêts du graphiste en question, quel est son site de production, quel est le point de bascule, c'est-à-dire le moment à partir duquel en fait il a tellement engagé de travail qu'on ne peut pas considérer que son travail est nul et qu'à ce titre-là il doit être payé pour sa prestation, même si elle n'est pas finalisée, même si elle n'est pas terminée effectivement. Et ça, ce sont des choses qu'on va prévoir dans le contrat de conception d'œuvre graphique, parce que c'est la manière dont on qualifie ce type de contrat. D'accord. Et il faudra être extrêmement vigilant à la manière dont se déroule la relation commerciale, sachant que pour des clients différents ou pour des prestations qui sont différentes, le processus sera différent. C'est pas pareil. Le processus n'est pas le même pour la création d'un site internet, par exemple, et pour la création d'une box ou d'un packaging. Le processus créatif va pas être identique et les relations entre les parties vont pas être les mêmes. Et donc ça, c'est ce qu'on va prévoir dans le contrat. Ok. C'est hyper intéressant. D'accord. Et du coup, attends, j'avais une autre question que j'avais notée et j'ai oublié. Ah oui, on m'avait demandé, est-ce que toutes ces conditions générales de vente, il faut les mettre sur le site internet si on a un site internet en tant que graphiste ou pas? Alors, si on fait de la vente sur Internet, oui, il faut mettre des conditions générales de vente sur son site Internet. D'accord. Des Si c'est conditions un site générales. vitrine où je présente juste mes services Alors, et un formulaire de contact, pas la peine. dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est, dans tous les cas, dès lors qu'on a un site Internet, il faut des mentions légales. Ok, Les mentions légales, c'est ce qui va permettre d'identifier la personne qui est en charge du site Internet. Bon, là, on est dans un registre qui est un peu différent, on est sur le droit du numérique. Mais d'accord. en tout cas, dès lors qu'une société ou dès lors qu'un auto-entrepreneur a un site Internet, il doit pouvoir être identifié par le public. Et pour pouvoir être identifié par le public, il faut des mentions légales avec, par exemple, l'adresse de l'entreprise Chachou, qui est identifiée sur le site et qui permet à toute personne se rendant sur le site Internet de pouvoir contacter le gérant ou la gérante, en l'occurrence, de la société Chachou. Ok, Maintenant, si on propose une vente en ligne, c'est-à-dire qu'à travers le site Internet, on va proposer du e-commerce, par exemple, dans ce cas-là, oui, il faudra des conditions générales de vente en ligne. Et j'ajoute la précision, parce que sinon ce serait vraiment beaucoup plus simple, que mhm. si on s'adresse à des professionnels ou si on s'adresse à des consommateurs, les règles ne sont pas les mêmes. Ok, Donc d'accord. il faut, pour un graphiste qui vend, je sais pas moi, tu me À parlais d'autres d'e-book. graphistes, une formation par exemple, c'est du B2B, c'est différent. Mais si je vends un e-book pour pour des entrepreneurs qui sont mes clients, alors dans ce cas-là, on est dans du B2C, Ça non? dépend quelle est la nature de tes entrepreneurs. Est-ce que c'est des graphistes aussi? Est-ce qu'ils sont dans le même domaine Non, que toi ou pas?
Non. Donc, a priori, s'ils ne sont pas dans le même domaine que toi, qu'ils n'ont pas une formation particulière sur le sujet, ils pourraient être considérés comme des consommateurs. Et donc, ils vont avoir des règles de protection qui seront plus importantes. Parce que c'est normal, on Ok. protège davantage le consommateur qui est réputé de ne pas avoir beaucoup d'informations sur un produit qui lui est vendu, une prestation qui lui est proposée, que le professionnel qui, lui, a priori, est quand même un peu plus aguerri sur ce sujet-là. Bien sûr. Tu as une question. Si on met les cessions de droits d'auteur, domaine d'exploitation et clause de résiliation sur le devis et les factures, est-ce que ça fait office de contrat ou il faut un document en plus? Est-ce que le contrat, il est vraiment nécessaire à côté ou une phrase vite fait sur le... Enfin, vite fait. Ou est-ce qu'il y a des phrases... Par exemple, pour la TVA, on a une petite phrase obligatoire à mettre sur la facture. Est-ce qu'on peut faire pareil avec les droits d'auteur Bah, ou le reste? en gros, on peut tout faire à l'arrache. Mais le problème, c'est qu'il y a un moment où ça nous retombe dans la figure. Donc oui, enfin, il n'y a rien qui empêche quelqu'un de faire enfin, il n'y a rien d'illégal à faire une session de droit d'auteur sur un coin de table dans un café. Mais si on veut être protégé, bah, il vaut mieux bien y réfléchir et il vaut mieux bien protéger aussi sa relation contractuelle. Parce que comme je le disais, pour le graphiste, il n'y a pas que l'enjeu et le volet propriété intellectuelle, droit d'auteur ou propriété industrielle. Il y a aussi vraiment un volet contractuel qui est, comme pour toute relation commerciale, de savoir comment est-ce qu'on sécurise ces relations. Et pour avoir Et un petit peu commencé à regarder avec toi, il y a quand même beaucoup de choses à mettre. bah, si on veut Enfin, il faire y les a choses, quelques pages, quoi. ouais, si on veut faire les choses bien, bah, c'est sûr qu'il faut se poser sur la relation entre les parties, identifier quelles sont les obligations de chacun, quelle est la nature de ce qui est cédé, quelle est la nature de la prestation qui est fournie aussi. Et ça demande un peu de temps, mais c'est un gain de temps justement pour éviter la deuxième partie Il m'est qu'on va arrivé. aborder et qui est comment est-ce qu'on gère quand on a un client qui paye pas des factures, par exemple, et qui dit, bah, en fait, il n'y avait pas de contrat, donc bah, c'est pas mon problème, ou alors juste qu'il disparaît dans la nature. Il m'est arrivé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Charlotte? Raconte-nous tout. Il a disparu. J'ai fini ma charte graphique, il a validé et il a disparu. J'ai même pas livré les maquettes, heureusement. Ouais, Mais, euh, mais en fait, vu que j'avais terminé, que c'était validé, bah, j'aurais pu avoir une bonne partie financière encore, quoi. Donc, je me suis fait avoir. Sans ce contrat-là, si j'avais eu ce contrat-là, ça aurait été beaucoup plus simple de faire toutes les procédures dont tu vas parler, je pense. ouais, ouais, non, mais bah, probablement l'idée en fait d'avoir des contrats dans ces relations commerciales. Au début, quand on lance sa boîte, par exemple, on peut se dire en fait c'est coûteux, ou alors j'ai d'autres priorités, je vais plutôt développer sur le marketing, je vais plutôt développer sur la communication, ou sur le site internet, ou sur des flyers que je vais distribuer à mon public cible. Mais en réalité, si on n'est pas en mesure de fournir à ses clients euh, des documents contractuels qui vont le protéger et qui vont me protéger, il y a un risque et qui est malheureusement quasi inévitable que le jour où il y a un problème, on se retrouve sans sans aucun document auquel se rattacher et qui protège véritablement notre travail. Et donc, c'est vrai qu'il y a des process qui existent quand on est confronté à un client qui ne paye pas, quand on est graphiste, et même de manière générale quand on est une société. Mais c'est sûr que c'est quand même mieux de pouvoir se fonder sur un contrat qui va prévoir, par exemple, des pénalités de retard, ce genre de choses. Et donc c'est pour ça que, pour répondre à la question de Mégane, c'est pour ça que c'est intéressant en fait d'avoir un contrat. C'est que il n'y a pas seulement une question de cession de droit d'auteur, il y a aussi des questions qui sont très pratiques et qu'on vit au quotidien quand on est indépendant, quand on a une société, et qui permettent de se protéger. Euh, En gros, pour faire un petit peu pour expliquer un petit peu les réactions à avoir, parce que c'est fréquent que dans des relations commerciales, euh, malheureusement, il y en a un des deux qui Quelqu'un disparaissent et qui disparaît. arrête de payer. Ouais, Ouais, ça arrive. ouais, on connaît. Donc, il y a plusieurs moyens de se protéger. La première chose à faire, dans tous les cas, c'est d'essayer de trouver une solution amiable. Alors là, je parle de quelqu'un qui ne disparaît pas dans la nature. Oui. Il faut encore Et avoir on un œil. essaye d'appeler, on essaye d'envoyer un mail, on fait quelques petites relances, on Exactement. attend 2, 3 semaines.
On n'imagine pas, moi j'ai vu plein de dossiers de, euh, de gens qui ont des dettes, des débiteurs, qui disparaissent dans la nature, tout simplement parce qu'ils ont honte de dire que à tel moment, ils n'avaient pas de trésor Ils peuvent et plus ils n'avaient payer. pas la possibilité de payer. Souvent, et d'ailleurs ça peut arriver même quand on est graphiste, d'être dans cette position-là, ou à n'importe quel moment de la vie, ça peut arriver d'être un peu short Bien sûr. financièrement. Souvent, ce problème-là, il se résout en discutant et en ayant une discussion franche avec la personne à qui on doit de l'argent et en lui expliquant qu'on a des difficultés de paiement. Et dans ce cas-là, par exemple, un graphiste qui a cette difficulté-là avec un client, bah, il va pouvoir soit renégocier le contrat, soit Soit euh, échelonné ou... exactement prévoir des échelonnements dans les paiements, prévoir une réduction à la marge du montant de la dette, par exemple, ou Mhm. prévoir une réduction du montant des intérêts sur les pénalités. Euh, il faut faire attention dans ces trucs-là à pas être dans le chantage à l'action en justice, hein, mais en même temps Oui. à faire preuve d'une certaine fermeté. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une dette, il y a un travail qui a été accompli, et il n'y a pas de raison que ce travail-là ne soit pas rémunéré correctement au prix qui était fixé initialement. Ce qui est délicat aussi, justement, c'est que quand on a commencé à travailler avec ces gens-là, on se parle beaucoup et ça devient des gens avec qui on a une relation plutôt sympa normalement. Donc, Ouais, c'est difficile d'un coup de switcher en étant énervé parce qu'il n'a pas payé ou frustré, etc. Et juste avant que tu continues, il y a Chloé, on en avait parlé ensemble en message sur Insta parce qu'elle avait vu mes stories, qui vit un peu le même problème, qui a un client qui ne lui répond pas. Elle travaille régulièrement pour lui. Et là, ça fait 2 mois qu'elle attend un paiement, mais il trouve des excuses pour gagner du temps. bon, ça c'est aussi le truc classique, c'est-à-dire qu'on a soit le client qui disparaît, soit le client qui est un peu miteux sur les bords, ou qui Ouais. trouve des excuses et qui s'achète du temps. Euh, bon, bah, tout dépend en fait de la nature de la relation. Si on a un contrat sur lequel se fonder, tout de suite ce sera plus simple parce qu'on pourra se référer au contrat. Si on n'a pas de contrat, alors dans ce cas-là, il faudra suivre les process que justement je suis en train d'expliquer. Donc, dans un premier temps, bah là, visiblement, c'est un très bon cas d'école. On a passé des appels aux débiteurs, le mec il veut pas payer, ou là on a essayé de faire des rendez-vous de négo ou des rendez-vous pour échelonner les paiements. Finalement, rien ne se passe et on n'a pas de paiement. Alors, à ce moment-là, si la personne disparaît ou si on n'est que dans des échanges oraux, c'est hyper important, et ça c'est souvent un problème qu'ont les entreprises ou les entrepreneurs, de passer à l'écrit. Pourquoi? Parce que l'écrit laisse une trace. D'accord. Et S'il nous donc, répond. peu importe, Ah, même pas? C'est bien ouais, d'avoir une trace comme quoi nous, on a envoyé le mail. peu importe. C'est D'accord. important d'envoyer soit des mails, soit des courriers de relance avec des accusés de réception, en vérifiant bien que la personne a reçu un accusé de réception, Ok. dans lequel on va reprendre de façon très circonstanciée le montant de la date à laquelle le paiement devait être effectué, les modalités de paiement auxquelles s'était engagé le débiteur, éventuellement s'il y a des points particuliers du contrat qui prévoient ces choses-là, des intérêts de retard, etc. Ça, c'est quand on bascule et qu'on sent qu'en fait, on a en face de nous quelqu'un qui ne veut pas répondre ou quelqu'un qui cherche à faire le mort. Mhm. Et dans ce cas-là, on passe à l'écrit parce qu'on va voir que l'écrit va avoir un intérêt qui est un intérêt probatoire, un intérêt de preuve, qui va permettre, le jour où on est obligé, contraint de saisir le juge pour obtenir paiement d'une dette qui n'a pas été réglée, de pouvoir démontrer au juge que ce travail-là a été effectué, d'obtenir paiement de façon amiable. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus saisir le juge en cow-boy en arrivant et en disant ouais, un tel, il m'a pas payé. Il faut d'abord démontrer au juge qu'on a entrepris des démarches pour trouver une solution amiable et que la personne qui est en face de nous n'a pas accepté la solution amiable qui lui ont été proposées. Et Ok. donc, D'où tous les c'est messages écrits, etc. exactement. C'est mieux, je disais, c'est mieux d'envoyer un courrier recommandé avec AR parce que ça permet vraiment de le dater. Il y a pas de difficulté là-dessus. Maintenant, on peut produire en justice des échanges WhatsApp, même des messages sur Instagram, des textos qui ont été envoyés, mais ça a quand même un peu plus de valeur de pouvoir envoyer un courrier recommandé avec AR. Si Ok. on en est là et que ça ne marche pas, toujours pas, alors dans ce cas-là, on dégaine l'arme ultime avant de saisir le juge compétent, on va dégainer la mise en demeure. Mhm.
Moi, j'en La suis mise en là. demeure, toi, t'en es là. Ok. Ouais. Donc, la mise en demeure, c'est vraiment euh, conçu comme étant juste avant le point de bascule. On a déjà envoyé plusieurs courriers de relance. On n'a pas eu de réponse. Euh, et Là, c'est on pour est dire qu'on vraiment n'est plus copains. on n'est plus copains. Non, On quand on n'est reçoit un plus courrier de copains, mise en ça y est. demeure, a Là, priori, on sauf commence à si s'énerver. là on commence un peu à s'énerver, et sauf s'il y a un règlement, on n'est plus copains. Et c'est dommage. C'est mieux C'est d'être copains. dommage. Mais si on se retrouve dans une situation où vraiment on a un débiteur qui disparaît, alors dans ce cas-là, Mhm. il faut envoyer un courrier de mise en demeure au dernier domicile Ok. connu ou à l'adresse de la société. Et donc, l'intérêt de la mise en demeure, c'est elle va à la fois être la preuve d'une protestation en l'absence de paiement du débiteur, et en même temps une information adressée au débiteur qu'à défaut de règlement, le créancier, donc le graphiste, dans ce cas-là, va saisir le juge compétent pour défendre ses intérêts et faire valoir ses droits. Ok. C'est pas un courrier comme un autre, une mise en demeure. Une mise en demeure, c'est vraiment un acte qui est prévu par le Code civil, qui répond à des critères bien précis et pour lesquels, là aussi, c'est intéressant de se faire accompagner par un avocat pour pas faire les choses à l'arrache. Parce S'il y que, a eu la mise en demeure et que il a eu réception de la mise en demeure, mais qu'il n'y a rien du côté du, enfin, qui décide bah alors, de faire le sourd, ouais, bah, dans le courrier de euh, mise en demeure, généralement, on va dire sous sous huitaine, sous 10 jours, ouais. quinzaine, dans le mois, euh, je vous demande de régler la dette de temps, y compris les intérêts qui commencent à courir à compter de la réception de la mise en demeure. Si par D'accord. exemple on a fixé un délai de 8 jours à la personne pour répondre et que dans les 8 jours elle ne répond pas, alors dans ce cas-là, on est allé vraiment au bout de la démarche amiable. Parce que la mise en demeure, c'est vraiment la dernière étape de la démarche amiable. Et dans ce On est obligé cas-là, de on passer va au tribunal. basculer, exactement, on va basculer dans une phase qu'on appelle la phase contentieuse. Et alors là, il faudra saisir le juge. C'est à ce moment-là que ça va être encore plus intéressant d'avoir un contrat, d'avoir des éléments écrits, d'avoir conservé aussi tous les documents de travail sur lesquels on peut attester qu'il y a un travail qui a été effectué, une prestation qui a été effectuée, y compris les fichiers intermédiaires, les échanges entre les parties, etc. Et tout ça, ben, on va le confier à un avocat généralement. Et le job de l'avocat, ça va être de saisir le tribunal en choisissant la procédure qui est la plus adaptée. Ça peut être une procédure sur requête, par exemple, en injonction de payer devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire selon la nature des parties, à charge Ok. pour l'avocat de démontrer qu'il y a un débiteur qui est clairement identifié, un créancier qui est clairement identifié, une demande qui est très claire, un montant qui est fixé de façon extrêmement précise, un calcul des Le intérêts travail qui a été fait, applicables, je suppose que le ça compte. travail qui a été effectué, et dans ce cas-là, on pourra faire une requête. Ça, c'est la procédure simplifiée, la requête. Maintenant, si la Ok. requête, ça fonctionne pas ou ça s'applique pas à la situation, parce qu'il y a des discussions, parce que c'est pas très clair, parce qu'on est dans un entre-deux, parce que on comprend les réticences du client ou parce que votre avocat vous le conseille, dans ce cas-là, il faudra passer sur une assignation devant le tribunal qui va être territorialement compétent. Et donc là, l'assignation, c'est vraiment un des modes de saisine du juge. Et dans l'assignation, on pourra demander la condamnation au paiement de la dette, par exemple, des dommages et intérêts, Ok. s'il y a un préjudice qui a été démontré. Dommages et Préjudice, par intérêts exemple. qu'on est censé mettre aussi dans le contrat, non, du coup? Non, 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 ça se non. prévoit pas Les avant. dommages, alors, les dommages et intérêts, Non, c'est les tu peux prévoir des pénalités, dommages. peut-être. Ouais, les pénalités, c'est les pénalités. Généralement, ce qu'on prévoit dans le contrat, c'est les pénalités de retard. Maintenant, les dommages d'intérêt, c'est quelque chose de très spécifique au cas applicable. Admettons, par exemple, tu as travaillé pendant 25 heures sur un site internet, Mhm. pour lequel tu as dû écarter Oui, je sais, d'autres t'as pas pris clients. d'autres contrats. Ok. Voilà. Tu vas apporter la preuve que bah, pendant ces 25 heures où tu as travaillé sur le site internet, tu as dû renoncer à 3 contrats à 3 000 € chacun. Tu vas demander, mais je te dis ça de façon vraiment tout à fait abstraite, hein, c'est beaucoup plus précis que ça, mais tu vas demander, tu vas demander 9 000 € de dommages d'intérêt parce que tu as dû renoncer à ces 3 contrats en plus de la somme qui ne t'aura pas été réglée. Ok. Et ça, faut pouvoir le justifier. D'accord. Voilà. C'est bon à Et savoir. donc là, on est vraiment dans la phase contentieuse et il y a des échanges entre Demandez-nous les des parties, devis. etc.
Ouais, c'est ça. Ok. Donc ça, c'est la partie Donc voilà, biologie à gérer. l'idée, c'est quand même d'éviter tout ça. Et c'est vrai que le mieux Bien pour sûr. pouvoir éviter tout ça, c'est quand même, enfin, ça n'empêche pas hein, de se retrouver dans cette situation. Parfois, même quand on a un contrat qui est extrêmement clair, on se retrouve avec un client qui est pas sérieux ou qui n'a pas les moyens de payer et on se retrouve dans cette situation-là. Mais le fait d'avoir un contrat au préalable, ça permet déjà une chose, c'est euh, entre guillemets de cadrer le client. C'est-à-dire de lui expliquer qu'en fait, l'intervention du graphiste, elle a lieu dans un cadre qui est bien particulier, qui est un cadre contractuel. Et que donc Charlotte, elle a beau être super sympa et très compréhensive, malgré tout, C'est il y a vrai. un cadre de travail et c'est pas non plus la foire et chacun fait ce qu'il veut et le mec il disparaît et il paye plus pendant 3 mois, alors qu'il y a un travail qui a été fourni. Ouais. Et puis c'est un peu dissuasif aussi. Quand dès le début on envoie un contrat, le Ouais, devis, enfin, voilà, quand c'est très cadré comme ça, on se dit bon, je vais peut-être pas lui faire à l'envers tout de suite quoi. ouais, Ça c'est sympa. exactement. Donc voilà, donc c'est vraiment les deux phases, à la fois un travail de protection en amont, protection de la relation contractuelle par l'intermédiaire d'un contrat. Je récapitule hein, pour ceux qui avaient raté le début. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais Il y a des gens qui arrivent en plus. comment on protège le travail du graphiste? En protégeant le cadre contractuel, puisque le graphiste intervient dans le cadre d'une prestation intellectuelle, et donc il faut encadrer cette prestation-là. Il faut également encadrer le travail de création artistique ou technique par l'intermédiaire des différents moyens de protection qu'on a évoqués tout à l'heure, soit en s'appuyant sur l'antériorité, soit en s'appuyant sur le dépôt. Ensuite, le contrat doit prévoir aussi le cycle de production du graphiste. Et donc ça, c'est vraiment du cas par cas. C'est applicable à chaque graphiste, pour chaque contrat. C'est pour ça C'est que je la façon déconseille dont on fonctionne. exactement. Et c'est pour ça que je déconseille de. Enfin, je sais que sur Internet, par exemple, on peut trouver plein de contrats types de graphistes. Mais la réalité, c'est que chaque graphiste a un fonctionnement qui est différent, a ses spécificités dans son travail, mais aussi dans ses relations avec ses clients. Et donc, si on veut avoir quelque chose d'un peu plus travaillé, euh, bah, enfin, en fait, c'est comme pour un logo. On peut pas se contenter de quelque chose qu'on a vu sur Internet. Il faut le Ouais, travailler. c'est le problème qu'on a eu ensemble d'ailleurs là. Peut-être que j'ai reçu un contrat d'un client et ça convenait pas à ma manière de travailler ou c'était pas parfois ou parfois c'était pas les bons termes ni rien. Donc c'est vraiment plus simple de le faire de ce que tu m'as dit en plus de le faire à partir de mon travail à moi et de mon process que de partir de choses qu'on va trouver sur internet etc. Ouais, souvent, ce qui se passe quand même, c'est que la personne qui propose une prestation, c'est celle qui va fournir le contrat. Ouais, Parce qu'en fait, oui normalement oui. c'est d'elle que part le travail. Quand on se retrouve dans une situation où c'est le client qui va fournir un contrat, alors sauf quand c'est des grosses boîtes, par exemple, qui ont des conditions générales d'achat qui sont extrêmement précises et tout, où ça peut arriver, mais quand même, c'est mieux quand c'est le prestataire qui fournit le contrat sur sa prestation. Et le Ouais. client qui, après, a la possibilité de discuter, de négocier certaines clauses, le prix, la manière dont va se dérouler la prestation, la mission. Mais c'est quand même mieux de partir de la réalité de l'activité économique du graphiste. Du prestataire. Ouais. Exactement. Donc voilà, ça c'est pour la partie protection, n'oublions pas les questions liées au droit d'auteur. Et après, on bascule, quand on a une difficulté avec un client, on bascule dans deux phases qui se suivent. En tout cas, on espère que ça s'arrête à la phase amiable. Mais la phase amiable, Mm. c'est d'abord essayer de trouver un terrain d'entente, une discussion avec le client récalcitrant à payer ou qui a des difficultés de paiement, soit en trouvant des arrangements, un échelonnement des paiements, une réduction à la marge du montant, mais en tout cas en privilégiant toujours l'échange. Si ça ne marche pas, on passe à l'écrit, et dans ce cas-là, on passe au courrier de relance, mail de relance. C'est mieux avec des accusés de réception, mais c'est pas grave si on a, enfin c'est pas dramatique si on n'a pas, dès lors qu'on peut quand même démontrer qu'il y a eu des demandes qui ont été formulées. Si ça marche toujours Ouais. pas, on bascule vers la mise en demeure. Et si en dernier lieu la mise en demeure ne fonctionne pas, alors dans ce cas-là, on va être malheureusement obligé de saisir le juge selon une procédure qui peut être plus ou moins longue, qui a un aléa judiciaire évident inhérent à toute procédure judiciaire, mais qui permettra normalement d'obtenir paiement et éventuellement d'obtenir des dommages d'intérêt ou une condamnation même pour la partie adverse à payer, à rembourser les frais d'avocat.
compris. Dans tous les cas, il vaut mieux payer pour faire un contrat et essayer d'éviter tout ça que de se Ouais, c'est retrouver mieux. à aller jusqu'au tribunal et dans les galères. Parce que même en termes de temps et tout, c'est difficile. Bah ouais, en fait, faire appel à un avocat, c'est souvent, on pense que c'est souvent de l'argent dépensé, mais en réalité, en tout cas, moi, la manière dont je conçois les choses, c'est que c'est vraiment le droit qui doit suivre le business et qui donc doit servir l'activité économique du client pour que ce soit le plus facile d'utilisation possible. Ça sert à rien d'avoir des contrats qui font 40 pages s'ils sont incompréhensibles. L'idée, c'est que le client puisse le comprendre et surtout Bien sûr. que ce contrat-là, il évite au maximum de se retrouver dans des situations à risque. Et donc, pour ça, avec l'avocat, vous allez travailler sur tous les moments dans votre relation contractuelle où vous êtes dans une situation à risque. Et donc, on va essayer de les baquer, on va essayer de les identifier et de Mm. prévoir des règles et des process qui sont applicables dans ces situations à risque pour essayer de les minimiser. On ne pourra jamais les éliminer totalement, mais en tout cas, on pourra les minimiser de beaucoup et certainement faire gagner beaucoup, beaucoup de temps dans le travail ensuite. Grave. Merci beaucoup. Merci Avec beaucoup. plaisir. C'est hyper intéressant, vraiment. J'espère que ça a aidé les gens qui ont suivi le live. On va le laisser en replay. Comme ça, si des gens ont des Ok. questions, ils peuvent venir nous les poser en commentaire ou à toi directement. Je Ouais, vais te taguer. Je vais taguer ton compte. Comme ça, vous pourrez voir son nouveau logo bientôt et son nouveau site. exactement. Et merci beaucoup, Sacha. On Merci te à toi, souhaite Charlotte. bon courage pour la suite. Je crois que tu repars travailler là. Je repars en audience. Ouais. Ouais. Bon courage. Merci encore une fois, encore mille fois. Et n'hésitez pas à aller suivre Sacha et à lui poser des questions si vous avez Ouais, besoin. si vous avez des questions, Et n'hésitez pas. plus, si vous voulez faire des contrats, etc., il est top. Vraiment. Merci, Charlotte. Bonne journée. Bon courage. À À bientôt. bientôt tout le monde. Salut. Je sais pas comment on éteint. Attendez, là, je suis bloquée.